Vous avez cité les mygales, là on vient de parler des mygales. Il y a une autre araignée, on a parlé de la tarentule tout à l'heure. Mm. Alors d'ailleurs, la tarentule elle porte son nom à cause de la ville, mais il y a aussi l'idée que c'est la danse qu'elle provoquait Ah une fois oui, mordue, non? oui, parce qu'en fait, a priori, quand on avait été mordu par une tarentule, la légende disait qu'il fallait enlever les effets du venin en dansant une danse sur un rythme de plus en plus endiablé, qu'on appelait la tarentelle. Et donc, du coup, effectivement, bon, c'était pas forcément la bonne solution, hein, parce que si on a eu du venin, il vaut mieux rester tranquille, hein, pour pas qu'il circule. Et du coup, la légende de la tarentelle est venue de ça. On pensait que quand on avait été mordu par une tarentule, ben, il y avait des symptômes qu'on connaissait, un peu de tachycardie, le cœur qui s'emballe, des sueurs, des contractions musculaires, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, non pas pour la tarentule, qui est complètement inoffensive en fait, mais pour une autre araignée qui était moins visible aussi ben, en Italie, hein, dans la région des Pouilles, et qui provoquait ce type de réaction parfois, c'était les veuves noires. Ah voilà, les fameuses veuves noires, voilà. Donc les veuves noires, et on a une veuve noire méditerranéenne qu'on retrouve en Italie, dans le sud de la France, en Corse, qui n'est pas dangereuse hein, du tout. C'est petit, et vu ses mœurs très tranquilles, très discrètes, il faut vraiment mettre la main dessus pour se faire mordre. Mais elle peut provoquer des réactions telles que celles que j'ai décrites précédemment, et qu'on associait à la grosse tarentule, 2 cm de taille de corps, qu'on voyait un peu plus souvent. C'est comme les tégénères chez nous, hein. On a un bouton, on voit une tégénère finir sa nuit et on se dit c'est la tégénère qui m'a mordu. Donc il y avait une association. Puisque vous reparlez des tégénères, il y a un truc que j'ai trouvé super dans votre bouquin, là, c'est ça. Ah Alors, oui, l'échelle à ça, araignée. c'est l'échelle à araignée. Donc, c'est pas un Oui, gag, ça? Ça non, existe? oui, en fait c'est les Anglais qui ont inventé ça, hein. Donc c'est la spider ladder. Donc du coup c'est l'échelle à araignée et on peut mettre ça sur les robinets, au niveau des lavabos, des baignoires. Et puis comme ça la petite araignée quand elle est tombée dans la baignoire ou l'évier, eh ben, elle peut sortir toute seule. Parce qu'en fait, la pauvre tégénère, elle a 3 griffes au bout des pattes et Elle glisse. elle peut pas remonter le long d'une surface lisse. Donc, du Alors coup, voilà, il moi faut je connaissais faut les arbres à l'aider chat, mais je connaissais pas les échelles à à araignées. araignée. Hérisson 32, il met des bâtons. Voilà, Euh, pareil. Ou une ficelle. Une il ficelle, y a c'est une assez question spécial. là c'est Rachel, hein, Rachel Juliette Georgette qui dit qu'elle suit les préceptes de sa grand-mère. Je ne tue pas les araignées de ma maison, elles seraient des alliés pour Mm, éradiquer les indésirables comme les moustiques. C'est vrai, à quels oui. autres insectes s'attaquent-elles? Souvent, on entend dire à propos des araignées que ce sont des insecticides naturels. Tout à fait, et il faut garder ça en tête. Attention de parler d'indésirables. Indésirables par rapport à qui, par rapport à quoi? Encore une fois, tous les animaux ont leur utilité, mais Mhm. effectivement, les moustiques, bon, peut-être, bon, elles ont besoin de repas sanguins, les femelles, hein, donc du coup, effectivement, bon, ça peut nous faire des réactions, hein. Moi, je fais des édèmes aux moustiques. Mais oui, il faut garder cette idée en tête. Le rôle des araignées en tant que prédateurs, c'est des bons insecticides, très bons insecticides naturels. Donc, elles mangent des moustiques, des mouches, des petits cafards. Elles se mangent entre elles, donc elles s'autorégulent, hein. Il n'y a pas d'invasion d'araignées dans quelque endroit, puisqu'elles peuvent se rencontrer et se manger, elles sont solitaires. Et puis, elles mangent, bah, pour celles qui sont plutôt dans les zones humides, elles peuvent manger des petits poissons, des petits têtards, des insectes aquatiques. Donc, oui, 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 elles régulent vraiment les populations d'insectes d'une façon considérable. Moon ZTW LOL, il dit j'ai des araignées dans ma chambre, vaut mieux que je les garde. Ah Ben oui, alors oui, hein. bah oui, 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 bah la conclusion est bonne en fait. C'est bon. Alors, dans votre livre, vous racontez une légende à laquelle je pense avec cette question de chambre d'un noble, je crois, qui était embastillé hein, pendant la Révolution française, Oui. Mm. était dans la Bastille et qui pensait Ouais. avoir Apprivoiser. Oui. apprivoisé une petite araignée. Oui, tout à fait. On a fait dans le bouquin, il y a une illustratrice qui a travaillé avec moi, et donc je lui avais demandé de justement faire une belle image. Bah, je l'ai là je l'ai sous Ah les. voilà. Voilà. C'est lequel des deux livres? C'est J'ai plus 50, peur, hein. Ah non, c'est 50, 50. 50 idées fausses. Oui. D'accord. 50 idées Donc fausses. Et en fait, c'est l'histoire du prisonnier de la Bastille, justement, hein. Donc, c'était Paul Pélisson qui avait été enfermé à la Bastille et qui, alors c'était en 1661, hein,
Et donc, sa détention avait duré un moment. Et il voyait régulièrement des araignées dans sa geôle. Et il était avec quelqu'un qui jouait. Hein, donc, il avait un compagnon en fait qui jouait d'un instrument de musique. Et il s'était rendu compte quand il jouait, l'araignée descendait. Or, en fait, elle n'était pas apprivoisée, mais elle réagissait aux vibrations. Et donc, les araignées sont sensibles à certains types de vibrations qui peuvent être considérées comme des proies potentielles. Hein, donc, du coup, effectivement, donc il avait l'impression qu'elle descendait régulièrement et qu'elle venait vers lui, etc. Mais bon, c'était une interprétation par rapport au monde des araignées. Voilà. Christine Rollard, vous avez intrigué là beaucoup de monde avec l'histoire des petits poissons, là, les araignées qui mangent des petits poissons. C'est vrai que le rapport d'échelle paraît un petit peu... Je m'en suis douté un peu, j'ai vu que ça arrivait. Et en fait, il se trouve qu'il y a une espèce d'araignée qui est revenue à la vie aquatique. On l'appelle l'argironnette aquatique, et on l'appelle aussi l'araignée scaphandrier. Elle vit dans une bulle d'air, hein, donc dans des petites mares de faible profondeur et de bonne qualité. C'est un bon indicateur de la qualité aussi de la mare, puisque si elle est là, c'est qu'elle a des insectes à manger, ou des petits poissons, ou des petits têtards, puisqu'elle se nourrit de petits animaux aquatiques, puisqu'elle vit toujours dans l'eau et en se faisant une petite cloche d'air, une cloche à plongeur dans laquelle elle vit. Donc, c'est l'argironnette aquatique. Et d'autres espèces vont aussi capturer des proies sous l'eau, donc on appelle ça les dolomèdes, et par contre, elles se reproduisent à terre, alors que l'argironnette se reproduit aussi dans sa cloche, hein, et donc la reproduction a lieu dans la cloche, la ponte a lieu dans la cloche, et elle est vraiment sous l'eau. Voilà. D'où le fait qu'il faut maintenir des zones humides, avec des mares de bonne qualité, pour avoir aussi tout ce cortège d'animaux et de plantes qu'il peut y avoir dans ces mares. Alors, je crois qu'on nous montre, Valentin ou Anne-Sophie nous montre un document là qui est sur le site de Sciences et Avenir. Oui. C'est peut-être une de ces fameuses araignées, là je la vois pas bien, scaphandrier. Je la vois pas bien non plus, oui. Ouais. On a parlé, Christine Rollard, du nombre important, très important, 47 000 espèces. Plus de 49 000. 49 000 espèces d'araignées dans le monde. On n'a pas parlé dans le temps, on n'est pas revenu en arrière, on n'a pas parlé de la préhistoire des araignées. Ah, oui. Je crois que les araignées, elles étaient là avant les dinosaures. Oui, tout à fait. En fait, le premier fossile qui a été attribué aux araignées daterait de 305 millions d'années. 305 millions d'années, oui. Ouais. Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. Et les dinosaures, c'était à peu près 70 millions d'années, 80 millions d'années après, quoi. Donc, du coup, ça fait partie quand même... il y a 500 millions d'années, ça s'est très diversifié. Il y a eu une ouverture, il y a eu les insectes, il y a eu etc. Donc, du coup, ça fait quand même 300 millions d'années qu'elles évoluent, qu'elles s'adaptent, hein, et qu'elles ont diversifié leur technique de chasse, par exemple. Et on s'est rendu compte que dans les araignées qu'on a retrouvées dans des ambres, donc dans l'ambre de la Baltique, par exemple, ou dans des ambres qui ont 120 millions d'années, on retrouve donc ça, l'ambre, Christine Rollard, c'est de la résine d'arbre. Voilà. C'est de la résine d'arbre, en fait. Qui a séché, qui fait bloc, quoi. Qui s'est figé et qui a récupéré donc à l'intérieur des insectes, des morceaux, des plantes. C'est ce qu'on voit dans Jurassic Park. Hein. C'est exactement la séquence du moustique dans Jurassic Park. C'est ça. Et c'est grâce à ça qu'on a des marques, des traces des vieilles araignées. Alors ça, c'est les araignées qui sont quand même plus récentes, hein, 100 et quelques millions d'années, mais jusqu'à 300 millions d'années, c'était des empreintes. Comme on a quelquefois des empreintes de belles fougères ou de choses comme ça, on a des empreintes d'autres animaux, et donc on a des empreintes de ces araignées qui ont été étudiées par des arachnologues, hein, qui travaillent justement en paléontologie, donc sur les fossiles. Et Hérisson 32 cite mégarachnide au Carbonifère, 40 cm. 40 cm, c'est... Oui, mais alors il se trouve que même moi, en tant qu'enseignante, parce que c'est l'autre casquette de mon travail, je suis aussi enseignante, et il se trouve que la science, elle évolue, nos connaissances, elles évoluent. Et dans les premiers cours que je donnais, je parlais de cette mégarachnée, hein, qui faisait à peu près 40 cm de taille de corps jusqu'à 1,20 m d'envergure. Et on disait que c'était la plus grande araignée géante qui avait existé. Sauf que maintenant, avec nos connaissances à l'heure actuelle, donc j'ai raconté au départ des bêtises à mes étudiants aussi, mais la connaissance évolue, et maintenant on sait que ce n'était pas une araignée, et elle est attribuée à un autre groupe proche des araignées qu'on appelle des
je suis en train de mélanger les pinceaux. Alors ça y est, je ne vais pas m'en rappeler. On retrouvera le nom. Mais donc, c'est quoi? C'est un arthropode quand même? Alors, c'est un arthropode et ça fait partie des chélicérates. Il y en a bien des chélicères aussi, mais ça n'a rien à voir en fait avec l'araignée. Donc, la plus grosse araignée qu'on ait trouvée à l'heure actuelle n'est pas cette mégarachnée. Euryptéride, pardon. Voilà, un euryptéride, mais qui est un groupe proche des araignées. Mais c'est il y a 305 millions d'années et la plus grande qu'on ait trouvée ne fait même pas la taille de la plus grande actuelle. Donc, la plus grande araignée fossile qu'on ait trouvée fait autour de 7 cm de taille de corps maximum. Alors ça me rappelle l'étude de nos bambins auxquels on montrait les photos d'araignées et pour laquelle les chercheurs plaidaient pour le fait que ce soit une peur innée. S'il y avait une peur innée des araignées, ça veut dire que, je ne sais pas, dans notre homme préhistorique, notre ancêtre Homo sapiens, il aurait eu à affronter ou à croiser de temps en temps des araignées monstrueuses et c'est pas le cas. C'est pas le cas, on n'en trouve pas, quoi. Absolument pas. Je vois qu'il y a Bill Bock qui pose la question sur les médicaments aussi. Là. C'est vrai qu'actuellement, il y a des études qui sont faites non seulement sur les fils de soie, donc qui sont intéressants pour l'industrie textile, etc., mais il y a aussi des études sur les venins qui pourraient servir, grâce à certaines toxines ou à certains éléments, à soigner certaines maladies. Donc, il y a actuellement, effectivement, certaines équipes donc, de recherche qui travaillent sur les venins aussi. Ça fait partie de la science appliquée, là, effectivement. Alors, les fils de soie de l'araignée, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient d'une résistance et d'une élasticité à toute épreuve et que depuis longtemps, les ingénieurs aimeraient bien en fabriquer d'artificiels. Oui. Ma première question par rapport à ça, c'est, avant d'en fabriquer des artificiels, est-ce qu'on peut, alors je sais que ça a été essayé, est-ce qu'on peut aller plutôt vers des solutions type ferme à araignée, où on irait débobiner le fil des araignées pour constituer nos bobines de fil? C'est quand même ça qui avait été fait au tout début. Ça fait longtemps qu'on se rend compte que le fil était très intéressant. Il y avait eu des premiers essais avec des élevages de quelques dizaines d'araignées. Et le premier élevage en grand qui a été fait, c'était quand même en 1896 à Madagascar, à Tananarive. Donc, ils avaient créé une école d'aranéiculture, de culture d'araignées. Et ils avaient pris justement ces grandes néphiles. Ça, c'est la néphile de Madagascar. Donc, ils en avaient prélevé beaucoup sur le terrain. Et il suffisait de les installer dans des petites boîtes, de titiller un peu l'abdomen. Elles produisaient leur fil et ils les entouraient autour d'un rouet à l'époque. Et ils ont fait des pièces de tissu. Donc, c'est faisable. Il y a encore des. C'est-à-dire que l'araignée devait être captive pour pas. Oui, pour pas qu'elle bouge et puis qu'on puisse récupérer les fils. Donc, c'est ce qui est fait par certaines équipes qui travaillent sur les fils, par exemple Oxford Silk Group, donc en Angleterre, ou les premiers élevages qui ont été faits par des Allemands qui maintenant essayent de produire des fils par des bactéries, donc de façon synthétique par des bactéries. Mais les élevages sont quand même contraignants pour l'araignée. Il faut de la place, il ne faut pas qu'elles se mangent entre elles sont cannibales, elles se mangent dans une même espèce, ça fait partie de leur mode de vie, ce n'est pas la peine de trouver ça horrible, ça fait partie de leur mode de vie et de leur régulation. Et puis, il faut qu'elles mangent des proies vivantes en parallèle. Donc, c'était très contraignant et pas assez rentable, c'est pour ça que ça a été arrêté et que depuis, ils essayent de trouver autre chose parce que le fil est intéressant et c'est bien au niveau du biomimétisme, on en parle beaucoup du biomimétisme à l'heure actuelle. Et donc, c'est le film qui justement est étudié. Donc ça, c'est important. Il y a une question difficile là de Phonax 16. L'araignée a-t-elle mal dans ce genre de culture? En fait, dans l'état actuel de nos connaissances, on n'a rien trouvé au niveau du système nerveux des araignées, qui est relié aux organes sensoriels, effectivement, de zones de douleur, de peur, de relationnel, etc. Donc, encore une fois, dans l'état actuel de nos connaissances. Et on voit que ça peut évoluer, vous avez cité l'exemple du. On ne parle pas de douleur chez les araignées, de peur ou quoi que ce soit. Elles se cassent elles-mêmes d'ailleurs les pattes. Elles font de l'autotomie, c'est-à-dire que quand elles veulent échapper à un prédateur, ou qu'il y a une bagarre entre des mâles par exemple ou autre, elles peuvent sectionner comme le fait le lézard avec sa queue.
elles peuvent sectionner une patte volontairement à une des articulations et s'échapper ainsi par rapport aux prédateurs. D'un coup de chélicère? Non, pas d'un coup de chélicère, c'est en fait un mouvement hein, de la patte qui lui permet de casser sa patte volontairement. Donc en Incroyable. fait, on pense qu'il n'y a pas, encore une fois, attention aux termes qu'on va utiliser par rapport à nous. Hein, donc, est-ce que c'est... Alors, il y a le chat qui passe aussi. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est le même type de sensation? Non. On n'est pas dans le même... Dans les mêmes, on n'est pas dans les vertébrés, on n'est pas dans le même système où le cerveau ou les zones en fait qu'on peut retrouver chez des vertébrés dans l'état actuel de nos connaissances. Donc, pour l'instant, on ne peut pas parler de mal chez les araignées. Bill Bock repose la question toutes les araignées sont-elles venimeuses actives? Oui, tout à fait. Venimeuses actives, ça veut dire qu'elles vont utiliser leur venin et pouvoir l'injecter pour que ça agisse. Donc, elles injectent leur venin et elles capturent leur proie en injectant le venin à l'aide des petites ouvertures au bout des 2 crochets. Hein, c'est un terme technique, il s'y connaît. Qui est relié à la glande à venin à l'intérieur du céphalothorax. Et pour en revenir, alors on arrive, ça va être la fin de cet entretien, oui. on arrive doucement à 19h. À propos de fils artificiels de l'araignée, il y a quelques années, on avait parlé de chèvres génétiquement modifiées vrai. pour sécréter cette substance dans leur lait. C'était une entreprise canadienne qui avait commencé ça, c'était l'entreprise Nexia. Et ils avaient fait des élevages en essayant on arrive à isoler la protéine de base de la soie, qui est une fibroïne, et ils arrivaient à l'injecter effectivement dans les chèvres et reproduire par le laitage en grande quantité. Bon, après, il fallait l'extraire, bien sûr, et essayer de produire des fils de ce type-là. Ça a été plus ou moins racheté par une autre entreprise et plus ou moins arrêté, en fait, à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au niveau transgénisme, mais avec les vers à soie aussi, ça a été testé. Mais pour l'instant... C'est-à-dire on a modifié génétiquement les vers à soie pour qu'ils sécrètent le fil de l'araignée. Voilà, c'est ça. Parce que la base des fils des vers à soie est la même. Sauf que pour les araignées, il y a une résistance et un point de rupture qui est beaucoup plus large parce qu'elles sont beaucoup plus élastiques. Donc du coup, ça, c'est des propriétés qui sont hyper intéressantes pour des applications après au niveau textile, au niveau des fibres optiques, au niveau de pas mal d'applications envisagées en tout cas. Et donc on va y arriver. Enfin, on a l'impression que c'est une piste qui est. C'est des pistes qui sont exploitées depuis longtemps. Voilà. Et puis on sait que il y a une entreprise allemande, Amsilk, qui a déposé un brevet il y a quelques années, BioSteel, où justement ils produisent des fils à l'aide de bactéries. D'accord. Christine Rollard, c'est super. Oui, on n'aura pas réussi à répondre à toutes les questions. Il y en a tellement là. Non, mais alors il faudra revoir cette vidéo sur le site de Science et Avenir. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau, Christine Rollard, parce que c'est un sujet qu'on adore, les araignées. Anne-Sophie Tassard et moi, on adore les araignées. Donc, on en parle beaucoup sur le site de Science et Avenir. Je rappelle les 2 ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Donc, il y a 50 idées fausses sur les araignées. C'est chez Quae. Alors, celui-là, il est sorti il y a peut-être un mois. 2 mois maxi, là, oui. Voilà. Alors, il est très richement illustré. Ça rend pas quand on le montre comme ça, mais... Ah si, ça va, c'est bon. Je disais à Christine Rollard que mes enfants s'en sont emparés hier soir. Et ils ont adoré. Donc c'est un bouquin très abordable. Je ne parle pas du prix, mais le prix aussi, mais qui est très facile à lire. Donc c'est super. Merci. Alors ça, c'est un peu plus si on est dans ce type de problématique, mais ça apporte des réponses concrètes et peut-être que il y a certains de nos internautes là qui parlaient d'arachnophobie. Ça peut servir aussi à des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées pour savoir à quel niveau ils se situent et pour les proches comment se comporter aussi. Voilà, parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'en ai lu une partie et je me disais qu'il y avait beaucoup de considérations qui pouvaient être appliquées à autre chose que les araignées.
Oui, tout à fait. Oui, c'est C'est quelque chose de global au départ qui est présenté par le psychologue, donc Abdelkader Mokedem, justement. le problème de l'abcès de fixation, quoi. C'est ça. Eh bien, écoutez, Science et Avenir, la recherche, c'est en kiosque. Hein, il ne faut pas oublier le mensuel. Ça, c'est le numéro qui est en kiosque en ce moment. Il y a toutes les études pour devenir ingénieur, par exemple. Ça pourrait vous intéresser. L'autre journal, c'est le trimestriel La Recherche qui est devenu un MOOC, hein, on appelle ça un MOOC maintenant, c'est-à-dire un magazine livre, ce qui fait qu'on le trouve chez les kiosquiers, mais aussi dans les librairies. Voilà, bah écoutez, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Moi Christine aussi, Relard, avec plaisir. merci beaucoup. C'est toujours super de parler avec vous. Très intéressant. Et puis vous faites partager votre passion, c'est bien. Merci Anne-Sophie Tassard et merci Valentin Collia qui était dans l'arrière-boutique, mais sans eux, on n'aurait pas pu avoir toutes ces belles images. Je vous dis à jeudi prochain. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch de Science et Avenir pour avoir les infos de ce qu'on y fait. On y sera jeudi prochain à 17h30 et on parlera de trous qui fument et qui crachent de la lave. Voilà, ce sera jeudi prochain. Merci, à Merci beaucoup. bientôt et rendez-vous sur le site de Science et Avenir tous les jours et le site de la recherche. Au revoir Christine Rollard.